on les considère comme étant les parents de la technique du rap. D'accord ? Donc on va commencer à dire des choses sérieuses sur la musique. On va commencer à s'exprimer de façon sérieuse, de façon à raconter quelque chose qui peut-être permettrait à d'autres gens que ceux auxquels on s'adresse, si un jour il arrive des cassettes ou des disques qui sortent bien au-delà du quartier dans lequel on s'exprime, eh bien, si on peut avoir la possibilité de l'exprimer, ben peut-être que ça touchera d'autres personnes. Alors, la raison principale pour laquelle cette musique prend corps, ce courant prend corps, c'est parce que ça devient une culture alternative. Les jeunes qui sont dans le Bronx, à Brooklyn, ou dans le Queens, ou à Harlem, ne peuvent pas accéder au club des beaux quartiers de Manhattan ou de Central Park. C'est impossible pour eux. Donc ils créent des courants, ils créent des soirées à eux, dans leur quartier, dans leur club de quartier. Et c'est comme ça que le hip-hop commence à se développer et commence à intéresser d'autres acteurs culturels, notamment la culture punk. La culture punk, qui est une culture alternative, qui rejette aussi les carcans de la musique et de l'espace musical et de l'espace artistique new-yorkais, eh bien, il y a une convergence des luttes qui fait que, eh bien, tout d'un coup, on va pouvoir retrouver des artistes de rap dans la culture rock et vice-versa. Et l'une des premières personnes qui va s'intéresser au hip-hop et à ce qui s'y passe, c'est Blondie, le groupe Blondie, avec un titre qui s'appelle Rapture. Je vais voir si je l'ai. Peut-être un peu de musique. Tout d'un coup, à travers un groupe iconique du rock, eh bien, on entend parler de Fab Five Freddy.
DJ. On va entendre parler de Grandmaster Flash, qui est un autre DJ. Et donc ça va mettre sur le devant de la scène tout un groupe de jeunes qui sont extrêmement actifs, mais dans un secteur auquel personne ne s'intéresse, si ce n'est quelques Français, Bernard Zécry entre autres, et qui vont permettre ensuite l'arrivée technique du rap en France à travers le New York City Rap Tour. Ça, c'est autre chose. Mais le lien va se faire à partir du moment où les uns et les autres, les courants vont commencer à fusionner. Ce qui légitimera quelques temps plus tard le fait que Run DMC fasse avec Aerosmith le fameux Walk This Way. D'accord ? Donc c'est une genèse qui existe et qu'on peut tracer. D'un autre côté, il y a aussi des jeunes qui s'intéressent à ce qui se passe justement dans ces lieux un petit peu interlopes, un petit peu underground, et notamment une jeune femme, encore elle, qui s'appelle Rosa Blue. Et elle va emmener ses DJ, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash, Fab Freddy, Grandmaster Caz, elle va les emmener dans les clubs qu'on appelle downtown, dans les clubs dans lesquels officie, se déroule la scène dans laquelle il faut être pour qu'on parle du hip-hop. Ça va avoir pour effet que une autre jeune femme, bien établie dans la vie, ceci dit, qui est une féministe convaincue, qui a déjà monté plusieurs labels, notamment un label de disco qui s'appelle All Platinum. C'est une femme qui va un jour dans un club pour ses 40 ans assister à ce qu'on appelle du hip-hop. Et elle va interroger son fils en disant mais c'est incroyable, je ne voyais pas ce que je pourrais faire de ma carrière, je crois que j'ai enfin trouvé, il faut absolument qu'on trouve des jeunes qui sont prêts à participer activement et artistiquement à ce qui est en train de se passer. Et donc elle va demander dans un premier temps à ces jeunes de participer avec elle. Personne ne le veut, personne ne le souhaite. Elle va donc aller chercher deux jeunes, dont un qui est Pizzaiolo, et ils vont fonder un groupe qui s'appelle Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang devient le premier groupe de rap de l'histoire dont un disque sort en 1979. C'est important, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux façons d'aborder l'histoire. Là, techniquement, puisque les disques sont autant de documents historiques, techniquement, le premier disque qui sort d'un groupe de rap, c'est Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, qui est donc le fruit de la réflexion d'une pensée économique d'une femme qui a mis en place le hip-hop. Le hip-hop devient de moins en moins misogyne tout d'un coup. Il faut le savoir, c'est hyper important, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, parce que sinon on se trompe beaucoup, on interprète parfois, mais c'est parce qu'on ne le sait pas toujours, mais on peut mésinterpréter certaines choses, alors que les femmes ont toujours eu une énorme présence. C'est vraiment un mouvement qui a englobé le plus de gens possible, avec un certain rapport de réalité, qui fait qu'il n'était pas toujours évident de considérer qu'on pouvait, par exemple, aller s'amuser, à aller taguer par-dessus une fresque d'un gang concurrent et emmener sa petite amie. C'était un petit peu risqué quand même. Donc les uns et les autres ne le faisaient pas. Donc voilà, tout d'un coup naît un label qui s'appelle Sugar Hill Records, au sein duquel il y a le premier groupe qui s'appelle Sugar Hill Gang, qui fait un disque,
Viendront ensuite un autre groupe qui s'appelle The Funky Four Plus One, qui est un groupe au sein duquel le plus one est une femme, Sharrock, et puis elle va fonder un autre groupe féminin qui s'appelle The Sequence. Ça, c'est le début de la façon dont le rap, tout d'un coup, va se mettre en place, et va arriver un autre groupe qui s'appelle Grandmaster Flash and the Furious Five. Et ce groupe va avoir une importance capitale, parce que c'est le premier à expérimenter ce qu'on appelle du rap conscient. C'est-à-dire que tout d'un coup, avec Grandmaster Flash and the Furious Five, on arrête de ne faire que la fête à travers la musique. On parle aussi des problématiques de la société, des problématiques de la jeunesse. Et ce morceau, c'est The Message, où effectivement, je vous invite à aller revoir maintenant, si vous avez la possibilité, d'aller revoir les images de ce clip, parce que c'est un clip, il a été tourné, et vous allez voir que ces jeunes à l'époque, qui ont à peine 20 ans, parlent de choses qui leur arrivent, parlent de leur vie de façon extrêmement sérieuse et peut-être même un peu subversive. Le label Sugar Hill Records, c'est un label qui est créé par mimétisme avec le label de la Motown. Le label de la Motown, quand Berry Gordy a monté la Motown, il avait trouvé très important d'avoir un son à lui. Un son, donc une touche audio qui faisait que n'importe qui écoutait sa musique, il disait « Ah, c'est de la Motown ». Avant que ce soit tel ou tel artiste, c'était un morceau qui sortait de chez la Motown. Et donc, Sylvia Robinson, elle a aussi créé un groupe maison. Le groupe maison de la Motown, c'était les Funk Brothers, et l'extrême majorité des artistes qui ont joué, qui ont chanté pour la Motown, ont été tous accompagnés par ce groupe. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient le droit de composer et de faire leur musique dans leur coin, c'était Stevie Wonder et Smokey Robinson. Les autres étaient des artistes, entre guillemets, qui pouvaient être considérés comme interchangeables. Et donc, Sylvia Robinson fait exactement la même chose avec son groupe qu'elle appelle le Sugar Hill House Band, qui est un groupe qui fait du disco. Quand on écoute Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, c'est ni plus ni moins qu'une reprise de Chic, Good Times. Écoutez, vite fait.
makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a touch repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Voilà, donc là c'était Grandmaster Flash and the Furious Five, et juste avant, c'était un petit extrait de Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. C'est, comme vous l'entendez, une musique avec une consonance, avec une patte disco-funk. On ne reconnaît pas encore ce qui va faire le hip-hop tel qu'on va le connaître quelques années plus tard. Pourtant, la bascule va se faire très vite. D'abord, une petite anecdote. 1979, à New York, été à New York, il fait une chaleur absolument incroyable, et toutes les clims de New York sont à fond, au point de créer un grand blackout. Ça va avoir de l'importance, parce que ce blackout, qui va durer à peu près 48 heures, va permettre à tous les jeunes qui avaient l'espoir de s'acheter du matériel en travaillant dur, de le trouver dans des boutiques dont les portes et les prix n'avaient plus la même efficacité. Oui, c'est joliment dit. C'est une belle culture, donc on peut dire les choses bien. Mais du coup, là où il y avait quelques DJ avant cette date, eh bien, on va en voir beaucoup plus arriver, avec des enceintes, des platines et tout ce qui s'ensuit. Et donc aussi des disques. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le premier travail des DJ, ça va être d'utiliser des parties instrumentales et de les rallonger le plus longtemps possible pour qu'il se passe quelque chose sur le dance floor, sur la piste de danse, et que ce quelque chose qu'on voit sur la piste de danse soit commenté par les MC, les Masters of Ceremony. Et plus on va souhaiter que les MC s'expriment, et plus on va rallonger, c'est ce qu'on va appeler des boucles maintenant, ces boucles de rythme, on va les rallonger au point d'en faire des morceaux. Et il va apparaître qu'il n'est plus vraiment nécessaire d'avoir recours à des musiciens pour faire de la musique, puisque les DJ qui ont les disques peuvent le faire eux-mêmes. Et ça va mettre au chômage énormément de musiciens de jazz et de funk qui, eux, ne vont plus être tout à fait utiles dans des sessions studio pour lesquelles ils coûtent très cher. Hein. Ce sont des musiciens la plupart du temps renommés, donc ce sont des musiciens qui coûtent très cher. Les jeunes qui viennent de quartiers et de zones extrêmement difficiles n'ont pas les moyens d'avoir recours à cette façon de faire de la musique, et donc ils vont se servir du beatbox dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'utilisation de ces boucles de rythme, et aussi de l'exploitation des parties mélodiques en développant ce qu'on appelle le sampling, le sample. Et c'est comme ça, c'est à partir de là que va naître un second courant dans le hip-hop, dans le rap, hein, qui va apparaître à partir de 1983-84, avec notamment Run DMC, dont l'un des frères, dont l'un des acteurs, l'un des membres, est le frère d'un jeune homme qui s'appelle Russell Simmons,
qui lui va fonder un label qui s'appelle Def Jam et qui, enfin, il va pas fonder, il va intégrer un label qui s'appelle Def Jam et il va pouvoir amener sa connaissance de la musique hip-hop telle que lui il la voit, il la conçoit et telle que ces jeunes-là la conçoivent en l'appuyant sur l'utilisation de plus en plus récurrente de boîtes à rythme. Et les premières boîtes à rythme qu'on voit dans le hip-hop, au départ, ce sont des boîtes à rythme qu'on retrouve notamment dans la musique électro, dans le grain house. Si vous écoutez par exemple des morceaux comme Afrika Bambaataa avec les Soul Sonic Force, c'est un son très électro qui change de ce qu'on connaît. Party people, can yo get funky? So silent folks, can yo get funky? The Zulu Nation, can yo get funky? Yeah, just hit me. Just get funk and hit me. Just get on down and hit me. That bot just get so funky and hit me. Yeah, just hit me. About to see, make your body straight, socialize, get down, let your soul away, shake it now. Go ladies, it's a living dream, love, life, live, play the game, our world is free, do it to us for free. Voilà, donc là on a une sonorité beaucoup plus électronique que celle qu'on connaît dans le hip-hop, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Afrika Bambaataa fait partie des gens qui fréquentent la scène pop-rock, qui fréquentent des gens comme Rouza Blue, et donc ce sont aussi des gens qui sont très influencés par tous les courants alternatifs, et notamment des courants comme Kraftwerk, par exemple, ce groupe allemand qui a déjà complètement intégré cette musique synthétique, qui sont aussi influencés par la musique, par la création musicale de Jean-Michel Jarre, par exemple. Et donc, au fur et à mesure, ils vont intégrer ce style-là, ils vont intégrer cette façon de faire, et donc on va avoir un son très synthétique avec une boîte à rythme qu'on appelle classiquement la TR-808, c'est une marque Roland qui fait des boîtes à rythme et qui donne ce son-là. Et à force, les jeunes DJ vont aussi avoir accès à ce qu'on appelle des machines qu'on appelle des sampleurs et qui vont leur permettre de reproduire des sons, de les retravailler, de les triturer et donc de créer à partir des disques qu'ils ont eux des samples et des rythmes qui leur permettent d'accompagner les MC. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez les groupes de rap du milieu des années 80, c'est à chaque fois un rappeur et son DJ. Grandmaster Flash est DJ avec son groupe. Will Smith, qu'on appelle à l'époque Fresh Prince, est accompagné de DJ Jazzy Jeff. Rakim est accompagné de son DJ Eric B and Rakim. Et il y a énormément de groupes qui existent avec des DJ parce que ce sont les DJ qui ont les disques et donc ce sont eux qui ont la matière première qui permet de créer de la musique. Je vous ai parlé d'Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa, c'est un ancien membre de gang, d'un gang qui s'appelle les Black Spades, et qui va, à la suite de divers drames, notamment la mort de son cousin, qui va remettre en cause la façon dont il vit et dont ils vivent, et qui va revenir en essayant de canaliser l'énergie émergente du hip-hop. Et donc il va créer,
à partir de ce qu'il a vu dans un film qui s'appelle Shaka Zulu, il va créer une nation qu'il va appeler la Zulu Nation, qui va vivre sous pardon, le mot m'échappe. Qui va vivre sous une devise, qui sera Peace, Unity, Love and Having Fun. Et c'est la base fondamentale de la façon dont le hip-hop se voit à travers les jeunes à l'époque. Ça, c'est pour la partie musicale, parce que c'est la partie qui est la plus impactante pour nous. Il y a effectivement le développement de la danse. Le développement de la danse se fait par le fait que les jeunes vont faire perdurer des traditions d'expression corporelle qui existent depuis l'Afrique, qui vont ce sont des modes d'expression qui vont se développer sur la base de ce qui existe dans le début et le milieu du XXe siècle, notamment à travers le tap dance, qu'on n'appelle pas claquette aux États-Unis, mais à travers le tap dance, et qui vont du coup utiliser cette énergie-là, prendre certains pas et les incorporer dans la danse qu'on va appeler le breakdance, qui va après se décliner dans plusieurs disciplines. On va avoir le locking, le pop lock, et puis aussi pop, lock et hip-hop. Voilà, c'est à peu près les trois danses majeures. Après, il y a la house dance qui va... Et puis, pardon, oui, bien évidemment, le breakdance, danse au sol. Voilà. Et donc, ces danses vont s'inspirer de tout ce que connaissent les jeunes. Ils vont s'inspirer, il faut savoir que dans ces quartiers, il y a des gens d'origine italienne, et si vous regardez la façon dont des jeunes breakers rentrent dans un cercle, ils dansent la tarentelle, quand d'autres utilisent des pas de Kazachok ou de mambo, parce que certains sont originaires d'Amérique latine, notamment les Rocksteady Crew, qui est l'un des plus grands crews de l'époque. Eh bien, ils vont s'inspirer de tout ça pour en faire quelque chose qui va devenir la danse qu'on connaît. Je vous ai parlé du tap dance tout à l'heure. Le tap dance, qu'on appelle aussi claquette, va donner naissance à un pas qui va être immortalisé par Michael Jackson. C'est un pas qu'on appelle le moonwalk. Mais c'est pas le moonwalk. Le moonwalk, comme son nom l'indique, c'est le fait de faire comme si on marchait sur la lune. Or, le pas que fait Michael Jackson, qui s'inspire de pas que faisaient des danseurs de tap dance, notamment les Nicholas Brothers ou Buck and Bubbles, c'est un pas qui s'appelle le backslide. Et c'était des pas qui, parce qu'il y avait une durée de frottement sur le sol, c'était des pas qui aidaient les musiciens à insérer des contretemps, ce qu'on appelle des shuffles, des contretemps à partir de la danse. Donc, le pas que fait Michael Jackson, dorénavant vous le saurez, c'est un backslide, c'est pas le moonwalk. Le moonwalk, c'est un pas que vous verrez dans un film qui s'appelle Beat Street 84, et où on voit un jeune homme qui danse avec un parapluie et qui à un moment fait mine de marcher. Ça, c'est le moonwalk. Voilà. Donc ça, c'est pour la danse. Pour ce qui est du graffiti, l'inspiration initiale, c'est le fait, encore une fois, de créer des lignes, des formes qui n'appartiendraient qu'à
la culture hip-hop. C'est pour ça qu'on voit des spécialistes du lettrage, des spécialistes des bonhommes, des lettrages qu'on ne comprend pas si on n'est pas averti. Et celle qui va permettre au graffiti de rentrer un petit peu dans la culture générale, c'est Madame Copper, qui elle va aller photographier ces fameux murs, qui va aller à la recherche et au contact de ces graffeurs, parce que en fait elle est interpellée par ces métros qui tout d'un coup sortent du fin fond de New York et traversent tout New York avec des noms, des lettres, et elle va aller à la source. L'utilité, ou en tout cas l'utilisation du mobilier roulant, circulant, par la culture hip-hop, c'est lié au fait que c'était pour eux une façon de se faire connaître un peu partout dans la ville, puisque un train, comme par exemple ici, on peut rejoindre Mitriclay et aller jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Ben, imaginez qu'un jeune de Mitriclay, en peignant, pour certains en vandalisant, mais en peignant un wagon, ça lui permet de se faire connaître à 50 km de là, alors que lui ne peut pas se déplacer, mais son art, oui. Donc voilà ce que je voulais vous dire de façon extrêmement concise, parce que je suis une vraie pipelette et ça pourrait prendre beaucoup de temps. C'est ce que je pouvais vous dire avant qu'on puisse passer à un moment d'échange et que vous ayez certainement quelques questions à me poser. C'est ce que je pouvais vous dire au niveau du hip-hop et de la façon dont il y a 50 ans aux États-Unis, 51 maintenant, et 40 ans en France, cette culture va devenir une culture majeure représentant les jeunes et les moins jeunes de toute appartenance ethnique, religieuse et économique, et qui va permettre à tout un ensemble de gens de s'exprimer artistiquement. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce que je connais de la culture hip-hop.